Bienvenue sur le podcast Bro Working. Nous sommes François et Kevin, deux frères entrepreneurs et sportifs. Ensemble, nous décortiquons les clés de l'entrepreneuriat et les secrets pour se sculpter un physique et un esprit solide. Notre ambition avec ce podcast, t'inspirer et te rendre déterminé. Si on peut t'apporter ne serait-ce que 1% de motivation et de discipline, l'objectif du podcast sera déjà atteint. Les épisodes sortiront sur toutes les plateformes de streaming audio et sur YouTube. Quelle que soit la plateforme, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Du coup, qu'est-ce qu'on disait ? On disait que maintenant les podcasts, il faut les commencer de façon un peu plus informelle. C'était un peu ça l'idée. Voilà, donc là on est très clairement sur quelque chose d'informel. Voilà. Donc on va pas vous dire bonjour. Non, voilà. On ne va pas se redire bonjour. On va pas se redire bonjour. C'est vrai que ça pour le coup ça fait hyper formel et hyper fake quoi. Et hyper fake, voilà. Donc nous on veut de l'authenticité dans ce podcast. On est des hommes vrais. Hein. Donc de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? On a plein de petits sujets. Moi je voulais faire un petit feedback sur l'expérience mariage quand même. C'était intéressant je pense. Et puis toi tu voulais parler de... T'avais un sujet toi aussi je crois. Ouais, j'avais un sujet, je voulais parler de dopage. Dopage chez les jeunes dans les salles de sport. Je pense que on y viendra. On commence par le mariage, là, c'est bien frais. Ouais, toi, t'as ton retour d'expérience en tant que personnage principal, hein, j'ai envie de dire. Et puis moi, j'ai mon retour de témoin. Donc, tiens, on va commencer. Je vais te poser une question. François, qu'est-ce que ça t'a apporté, ce mariage ? Ça m'a apporté Kevin, déjà je commence la phrase comme toi. Kevin, ce mariage m'a apporté de très beaux souvenirs. Non, j'étais de la team des gens qui étaient un peu réticents à l'idée de se marier. Non, pas à l'idée de se marier, j'ai toujours voulu me marier, mais j'étais de la team des gens qui se disaient je veux pas mettre autant de thunes dans un événement maintenant. Et c'est vrai que l'argent, c'était quand même le point un peu bloquant, hein, tu vois. Et j'ai l'impression qu'en plus, j'ai plein de potes, et peut-être toi tu me diras, mais en vrai, le fait de dépenser de la thune dans un événement qui va durer un week-end, et j'ai l'impression que c'est un peu le point de blocage. Ah merde, j'ai dit une connerie, il y a la police qui vient, quoi. Mariez-vous. C'est la police de la braguette, c'est la police des femmes. Je viens de me faire, mec, c'est marrant que tu dis ça parce que là, je parlais avec un mec du mariage, justement. Je disais notamment que j'allais faire un discours, etc. Un client. Et tu sais, le mec, il a 50 balais, 3 mariages. Il me dit, ouah, c'est une connerie. il m'a dit, ouais, mettre 30 000, 40 000 balles. Tu fais un crédit pour un truc qui dure une soirée, un week-end. Enfin, le mec était heureusement que c'est pas moi qui me mariais parce que tu t'aurais dégoûté. Pas parlé. Ouais, enfin le mec, il me disait non mais le pire c'est les petits ménages, les petits foyers qui font ça, ils se ruinent pour un week-end, une soirée. Tu sais, c'était un avocat. T'es là, il m'a fait rire. Et moi sur ce que je te disais hier, j'étais là, si t'as un budget, tu vois, tu peux le faire et puis ça fait plaisir. Mais c'est vrai que il y a plein de couples qui divorcent, ils sont encore là, des années après le divorce, à rembourser les frais du mariage, quoi. C'est terrible. C'est terrible. Non, et puis j'ai vu un mec l'autre jour d'éducation financière qui disait mais moi, c'est hors de question de mettre... Parce que c'est un investissement à perte, quoi. C'est pas un investissement, quoi. Enfin, si, moi je trouve... Alors du coup, c'est ça mon retour d'expérience. C'est une dépense. C'est une dépense, mais... Déjà, on a parlé un peu de la différence entre hommes et femmes dans une vidéo, dans un des derniers épisodes. Ouais. Si c'est important pour ta femme et que c'est vraiment inscrit dans son agenda de vie, c'est un investissement. Parce qu'en vrai, si tu le fais pas, soit elle va se barrer, soit elle va se marier avec un autre type, soit elle va te mettre la misère. Moi, c'était pas loin, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un moment où Marine, ça faisait 10 ans. Hein. Donc moi, là, je viens de me marier, ça fait 12 ans que je suis avec ma femme. Et il y a un moment où j'ai senti que c'était un problème, tu vois. Tu te rappelles, j'étais parti en Croatie en vacances avec
avec elle. Et ouais, c'est devenu un problème parce qu'elle, dans sa tête, c'était l'organisation comme ça, un mariage, enfant, dans cet ordre-là, et avant 30 ans de préférence, quoi. Il y a aussi l'horloge biologique qui parle, j'imagine. Et donc je pense que c'est un investissement si vraiment ta femme elle a mis ça dans le truc. Parce que si à un moment tu le fais pas, que ça va contre son agenda et son agenda de vie, je pense qu'à un moment tu peux foirer ton couple à cause de ça, quoi. Ouais, donc on va dire que ça t'a apporté sur le plan relationnel et avec ta femme, quoi. Tu l'as, en quelque sorte, t'as répondu à ses attentes, à ses premières attentes. C'est ça. Et, Bah, c'est le premier pas, et après, là, après coup, là où je me rends compte que c'était quand même une bonne chose, c'est ça a permis de souder des liens aussi avec vous, avec les témoins. Parce que voilà, le VG, tu vois, même entre vous, quoi, finalement, ça a consolidé un peu le cercle social aussi. Parce qu'en plus, tu as tout le monde qui se connaissait plus ou moins en mariage, donc ça permet aux gens de se connaître. Donc c'est aussi important, je crois, de créer des beaux événements dans ton réseau pour aussi euh, ouais, bah, créer une sorte de cohésion finalement, quoi. Et créer du réseau aussi, créer ton propre petit cercle et tout, je pense que c'est important. Et puis dernier point, on en a déjà parlé aussi dans certains épisodes, l'importance de célébrer. C'est vrai que nous deux, je crois que nous on est enfin on est plutôt des bosseurs, et je parle de toi et moi, hein, on bosse beaucoup, mais c'est vrai qu'on pense peut-être pas parfois assez à célébrer. Et du coup, bah, célébrer c'est important, quoi. Parce que finalement c'est la récompense, et c'est des souvenirs aussi, parce que finalement si on fait tout ça, c'est aussi pour avoir des beaux souvenirs. Donc là, après coup, je me rends vraiment compte que ça valait le coup. On a des excellents souvenirs en tête, et tu vois, il y a ça aussi. Donc finalement, après coup, tu as aussi le côté célébration, et tout ce que je te souhaite d'ailleurs, si tu te maries, c'est d'avoir aussi tu vois, des putains de moments ancrés dans ta tête, quoi. bah là, c'est le timing aussi qui fait les choses, hein. Si tu t'étais marié à 20 ans, clairement, tu n'aurais pas eu le même noyau dur d'amis Oui, rassemblés pour cet événement. Donc, c'est vraiment le timing. Et je trouve que pour les 30 ans, tu sais, c'est là où tu déblayes un petit peu ton entourage. Tu commences à filtrer un peu. Tu vois ceux que tu vas garder pour le restant de tes jours. Enfin, de ce que tu penses euh, garder des gens qui vont faire le chemin avec toi. Et du coup, bah, pour le coup, c'était vraiment pépite, quoi, parce qu'on a renforcé un noyau dur un peu. Euh, on a vécu une bonne expérience et en fait, c'était trop court. c'est clair. Ah, c'est passé Ouais, tellement vite. c'est passé super vite. C'est Ouais, passé super vite et vivement qu'on le refasse en vrai. c'est clair. Parce que Bah, dans les entreprises, et quand ils font des team building, c'est ça, hein, en vrai. Tu crées un événement, je sais pas, un escape game avec tes collaborateurs, c'est pour souder les liens entre les gens. Et dans ton réseau, en fait, c'est pareil, quoi. Quand tu organises des trucs, tu soudes les gens entre eux, quoi. Mais là, c'est dans le cercle familial, donc c'est encore plus intime. Ouais, c'est vraiment c'est l'équivalent, ouais, du team building en entreprise, mais ça a un caractère très émotionnel, enfin, c'est fort ce qui se passe. Euh, Surtout pour la préparation d'un mariage, tu vois. Donc, De toute façon, c'est des traditions, je pense qu'elles sont faites pour ça aussi, hein. Mine de rien, si t'as les baptêmes, les communions, les professions de foi, les mariages, les 10 ans de mariage, enfin ce genre de cérémonie, les fêtes, même les fêtes de Noël, finalement, même les anniversaires, c'est que des prétextes pour dans l'année caler 2-3 dates où forcément la famille et les amis vont se grouper. Je pense que traditionnellement, tu dois avoir un peu ça aussi, tu sais. La volonté mais ouais, de grave. créer des liens. Mais c'est ça. Mais de toute façon, regarde, quand tu te maries, tu scelles une union. Tu sais que par définition, tu devrais passer le restant de tes jours avec la personne. Tu sais que du coup, tu vas accorder beaucoup de moments, beaucoup de temps à cette personne et donc moins peut-être aux copains, etc. Donc, l'enterrement de vie de garçon, c'est un peu le dernier gros voyage que tu vas faire avec tes potes, parce qu'après, il y aura les gamins et qu'en fait, les prochains voyages, bah, ça sera avec toute la famille, quoi. Donc, c'est vraiment un peu les derniers moments de fête entre copains, je pense, entre guillemets, sur des séjours, tu vois. Après, il y en a qui sortent moins que d'autres, il y en a qui sont un petit peu plus sauvages que d'autres, mais globalement, c'est vraiment les dernières festivités en séjour avec d'autres mecs. Et,
Ouais, c'est des moments de c'est juste des moyens de célébrer. Et puis après, oui, tu as hors séjour les baptêmes des gamins, les premières communions, ce qui permet de rassembler un peu toute la famille. Mais bon, quand tu te maries, en général, ouais. Ça dépend des gens. Il y en a qui aiment bien sortir tous les week-ends et passer du temps avec d'autres gens qui sont très très sociables. Et il y en a d'autres qui aiment plutôt rester en famille, on en avait déjà parlé. Et justement, ces fêtes-là, elles te forcent un peu, quoi. Dans le sens où, moi, pareil, tu vois, j'aurais jamais eu envie d'être au centre de l'attention d'une soirée. Tu vois, même mes 30 ans, c'était super. Vous aviez organisé des 30 ans trop bien, mais en vrai, moi, de moi-même, ça me viendrait pas à l'idée d'organiser ça pour moi. Et du coup, c'est bien, ces événements, ça force un peu aussi à inviter des gens, à organiser. Et là, maintenant, tu sais, on en a parlé, là, j'ai de moins en moins envie de recevoir des gens parce que franchement, c'est beaucoup de contraintes d'organiser des trucs, surtout quand tu commences à être 10, 20, 30 personnes. Mais en vrai, ces fêtes-là te forcent un peu quand même à le faire et c'est bien parce que sinon, peut-être que on se renfermerait tous un peu chez nous s'il n'y avait pas justement ces traditions-là en place, quoi. Ouais, ouais, mais c'est ça. Bah, après, toi, oui, c'est plus Marine qui te tire vers le sociable, Ouais, grave. alors que toi, tu es plutôt solitaire de base, et moi, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que moi, je suis un peu. C'est moi qui suis sociable dans le couple, et c'est plus Anaël qui va me tirer vers La tranquillité. la solitude, ouais, la tranquillité, la cocooning, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, ouais, c'est bien, on est complémentaires du coup. Ouais. Bah oui, grave. Après, l'autre truc que je tire aussi de tout ça, c'est tu reçois énormément d'amour. Parce que finalement, le mariage, c'est vraiment le moment où tout le monde se dit, enfin, tout le monde se met à l'unisson, enfin, presque. À part, t'as toujours des gens qui vont casser un peu les couilles, mais sinon, vraiment tout le monde se met en mood. Il faut que ce soit le plus beau jour de leur vie. Et c'est impressionnant, du coup, tu reçois énormément d'amour. Alors, déjà, t'as tous les messages. Avant et après, voilà, t'as toutes les bonnes intentions, tu vois, rien que l'organisation de l'EVG, moi, vous m'avez fait tellement kiffer. Bah, ça part de l'EVG, voilà. Ouais, c'est ça. Tu reçois de l'amour dès l'EVG en fait. Bah oui, mais oui, de vous voir genre bosser, essayer de faire organiser un week-end qui me fasse le plus plaisir possible et tout. Et donc là déjà tu reçois de l'amour et puis même ouais, dans les gens qui t'aident et tout, de la préparation du mariage jusqu'au jour même et tout, pareil. Et puis le jour du mariage, vraiment t'es pas la star, mais t'es vraiment tout le monde est à l'unisson pour toi, pour te faire plaisir. Et il n'y a pas de, comment dire, ça fait l'unanimité quoi. En fait, t'as pas... c'est le mariage, tout le monde unanimement reconnaît que le mariage c'est le jour où il faut rendre heureux les deux personnes qui se marient et tout. Donc, et t'as envie de te dire, mais finalement, pourquoi est-ce que le reste du temps on se donne pas de l'amour comme ça aussi, tu vois, finalement? Bah, parce que ça coûte 40 000 balles. Alors ça coûte cher aussi, ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Non, mais tu vois, sans même parler de. Mais alors t'as raison, il y a le côté évidemment financier, mais pourquoi est-ce que tous les jours les gens tu vois, se verbalisent pas des trucs sympas bon, c'est utopique ce que je dis là, mais finalement. C'est juste génial quoi, t'es sur un petit nuage et t'as envie de te dire mais pourquoi est-ce on se fait pas ça plus souvent, tu vois, pourquoi est-ce que plus souvent on s'envoie pas des petits messages gentils, des trucs comme des petites attentions sympas, etc. Et c'est vrai que ça, c'est aussi pour ça que je suis très content de l'expérience, c'est de voir finalement à quel point, bah voilà, d'avoir reçu tout cet amour là, c'est super, c'est génial. Ça apaise aussi, ça rassure aussi. C'est des moments de ta vie je pense qui rassurent, ouais. Mais et après, sur l'âge, je sais pas. Je crois qu'il y a des gens à 20 ans, ils ont déjà un cercle social bien cool. Moi, c'est vrai qu'à 20 piges, il y aurait eu moins de monde. Au mariage, il y aurait eu moins de monde, ouais. À 20 piges. Après, Ouais, bon, on s'en fout finalement, tu vois, on s'en fout. Tu peux faire le truc à 20 et kiffer, tu peux faire le truc à 70 et kiffer. Faire le truc à 300 et kiffer, je trouve ça devient compliqué, mais peu importe le nombre, hein, peut-être. Ouais, ouais, j'étais en train de regarder la statistique des mariages là. Donc putain, c'est impressionnant par contre parce que je crois qu'il y a presque autant de mariages que de divorces du coup. En France, ouais, je crois. Enfin, en Occident, peut-être. Ouais, ouais, c'est possible. Ah oui, et puis petit feedback d'ailleurs en parlant de divorce sur le mariage chrétien, parce que j'ai fait un mariage catholique, j'ai fait un mariage, ouais, voilà, une préparation de Religieux, mariage religieuse. Bah, c'était très bien. Nous, après, vu que ça faisait déjà 12 ans qu'on était ensemble et qu'on avait déjà plein de questions qu'on s'était posées, qu'on avait déjà beaucoup travaillé sur notre couple, un peu contre notre gré, parce que souvent on a travaillé parce qu'on était dans la merde, parce on était à deux doigts de se séparer, donc à chaque fois on a un peu attendu les moments de crise, mais du coup en 12 ans on a eu le temps de pas mal bosser. Donc finalement il y a 10 sessions de préparation au mariage,
5 avec un couple accompagnateur, donc un couple qui est ensemble depuis 5-10 ans, qui est un peu ton couple référent, et tu as 5 rencontres avec d'autres couples qui se marient, donc il y a 5 couples qui vont se marier, 5 couples qui sont déjà mariés depuis 5-10 ans, et on est un peu chapeauté par ces 5 couples-là, et évidemment le prêtre, puisque le mariage catholique. Donc c'est super, excellent. J'étais très dubitatif. Alors il y a des séances qui étaient moins bien que d'autres. En fait, ça dépend toujours des gens sur qui tu tombes. Si tu tombes sur un prêtre, ça dépend. Voilà, il faut avoir des atomes crochus. Nous, on a eu de la chance. Le couple accompagnateur était génial. Le prêtre était cool aussi. Et voilà, après, tu peux tomber. Je sais qu'il y a des gens qui ont essayé de faire un mariage, une préparation de mariage religieuse et qui sont tombés sur des cons. Ça peut arriver. De toute façon, il y a des cons partout, hein, y compris chez les chrétiens. Donc, il faut avoir un peu de chance. Ça, c'est sûr. Et là, je regardais, du coup, de 2008 à 2020, ça a baissé de presque 3/4. Tu me diras si la stat est bonne, mais en 2008, il y a eu 88 000 mariages religieux, autour de 89 000 mariages religieux, et en 2020, 23 000. Ok. Après, ouais, C'est ok. mariage Après, religieux. 2020, c'est 2020 que t'as dit? Ouais, Après, il y a eu 2020. le Covid 2020, non? Ou 2021 Covid? 2020 Covid. Ouais, non, 2020 Covid. Ouais, ouais, c'est vrai. Alors en 2019, avant Covid, c'était 44 000. Ouais, voilà, c'est déjà plus. Bah, moi, je trouve que c'est bien. Et C'est la puis, moitié, de moitié. Ouais, mais de ouais. moitié quand même. Et puis, historiquement, le mariage, pour moi, en fait, pour moi, là, si tu veux, le mariage à la mairie n'a aucune valeur. Et un mariage laïque, pour moi, n'a aucune. Après, c'est ma vision, hein. Encore une fois, demain, n'importe qui se marie à la mairie ou laïquement, je porte aucun jugement. Mais moi, pour moi, ma signification profonde du mariage, c'est que c'est un truc religieux, quoi. Pour moi, un mariage, c'est forcément un mariage juif, un mariage musulman, un mariage chrétien. C'est voilà, c'est les religions qui ont instauré le système du mariage et voilà, c'est pour moi c'est religieux, c'est un engagement auprès de Dieu, c'est ça le mariage quoi. Tu t'engages auprès de l'autre, mais tu t'engages aussi à ce qui est à mettre Dieu dans ton couple au-dessus de toi et ta femme. Donc Pas l'État, pour- quoi. ouais bah du coup t'as les ouais voilà c'est ça l'État. Moi si tu veux faire le mariage avec la photo de Macron derrière un élu de la mairie avec des néons et des chaises bon marché et des tables d'école. Je suis pas hyper fan, tu vois. Donc, je préfère à la limite. Ouais, non, voilà, non, c'est ça. Donc, pour moi, ouais, le mariage, il y a Dieu dedans, forcément. Donc, voilà, après, c'est ma conviction, hein, mais Après, nous, historiquement, on de a toute façon, été c'est élevés religieux, le là-dedans, mariage. on a baigné là-dedans, dans la religion, donc c'est sûr que Mm. moi, j'ai assisté juste avant ton mariage, j'ai assisté à un mariage laïque. Et c'est vrai que pour moi, en tout cas, ça avait moins de valeur. Parce qu'il y avait tout un tas d'espèces de... Il n'y avait pas de folklore, il n'y avait pas de... C'était totalement aseptisé, mais bon, il y avait de l'émotion, hein. Je dis pas pour les mariés, ça s'est quand même bien passé. Enfin, en tout cas, on voyait qu'ils s'aimaient, donc ça fait plaisir. Mais, euh, mais ouais, enfin, l'église, c'est pas... Oui, et comme tu dis, il y a Dieu au-dessus. C'est ça. Donc, puis ouais, on a baigné là-dedans, mec. Donc, pour nous, ça peut pas être possible de, comme tu dis, avec des chaises bon marché, des trucs, hein, l'élu de la mairie, la photo de Macron. Alors que nous, on a l'habitude de voir des cierges, voilà, des églises avec une espèce d'ambiance, une ambiance, tu vois, c'est l'église, quoi. Je sais pas comment ça se place dans les synagogues ou dans les mosquées, mais j'imagine que y a le même esprit qui se dégage, tu vois, il y a un truc. En tout cas, pour les croyants, tu vois. Donc ça montre bien qu'on est croyant, après plus ou moins pratiquant, mais quand tu crois, tu sens qu'il se passe un truc, tu vois. Mm. Le mec qui rentre un mec qui rentre dans une église, dans une synagogue ou dans une mosquée ou dans un lieu de culte bouddhiste, dans un temple et qui sent rien, tu vois, c'est Oui, bizarre. parce que même quelqu'un de non religieux, quand il rentre dans une église ou une mosquée, il se passe un truc quand même. Ah, il se passe un truc. Ouais. Il se passe un truc, tu rentres à Saint-Jean, là, une cathédrale, ouais, mec, c'est des centaines d'années, t'es obligé de ressentir quelque chose. Mais C'est ça. rien que de par l'architecture, Mm. t'es obligé d'être, tu vois. Non, et puis encore une fois, il faut rendre à César ce qui appartient à César, quoi. Le mariage a été fondé, enfin, c'est un acte religieux à la base, quoi. Donc après, voilà.
Moi, c'était soit je me mariais religieusement, soit je me mariais pas presque, j'ai envie de dire. Tu vois, après, encore une fois, c'est ma vision, hein, mais pour moi, le mariage, c'est religieux, ouais, ça, c'est sûr. C'est clair et net. Après, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. Non, non, c'est ça. Ah ouais, et puis surtout, bah, on m'a appris dans la préparation au mariage, c'est vrai que c'est toujours le même discours, c'est-à-dire que quand tu n'es pas croyant, dès que les gens ont le dos tourné, tu peux être... Alors, je dis pas qu'il y a pas de croyants, que les croyants font pas de la merde, hein, mais t'as des énormes connards qui sont croyants, qui sont religieux, mais t'as toujours le truc de te dire, il y a Dieu qui me regarde, quoi. Donc tu t'engages auprès de Dieu à faire des choses bien et à faire le bien. Et là, de la même façon, tu t'engages auprès de Dieu à faire le bien dans ton couple et à créer une famille, etc. C'est vrai que si, comme d'habitude, si tu t'engages laïquement, tu t'engages auprès de ta femme, tu t'engages auprès de l'État de respecter des devoirs. C'est l'État, en fait, voilà, c'est ça. C'est l'État qui fixe du coup les critères et qui est un peu la personne au-dessus, la personne morale au-dessus du couple. Mais l'État, quand il est pas là et qu'il voit pas, ça veut dire que tu peux être tenté de faire de la merde, quoi. Alors que c'est vrai que le mariage religieux, tu t'engages quand même auprès d'une entité supérieure et tu te dis, H24, j'ai quelqu'un qui regarde si je respecte mes engagements religieux. Donc c'est pour moi des engagements qui ont plus de valeur parce que justement il y a cette omniprésence voilà, qui n'est pas forcément personnifiée, tu vois. Moi, Dieu, pour moi, c'est pas un petit barbu, un petit blanc barbu, tu vois. C'est un truc, c'est une entité supérieure et je me pose pas de questions sur est-ce qu'il s'appelle Jean-Michel, Patrick ou Pierre, quoi, tu vois. C'est vraiment le truc de se dire je m'engage auprès d'une entité supérieure et qui me voit tout le temps H24 et il faut que j'en sois digne, quoi. Enfin voilà. C'est le petit Ouais, début sur, c'est ce qui donne cet événement sacré. Mm. Et cet aspect voilà, de la vie de tous les jours. Enfin, de la vie de tous les jours. Enfin, c'est pas juste quand l'État regarde, voilà, comme tu disais. Ou quand ta femme est là, quoi. C'est aussi quand elle est pas là, et c'est aussi la respecter aussi quand elle est pas là. Moi, je crois aussi qu'à la fin de notre vie, tu vois, le jour de notre mort, on fera face à un tribunal. J'en suis persuadé. Mais ça sera pas le tribunal de l'État, tu vois. Et en vrai, ça serait bien que ça se passe comme ça. Parce que, ouais, ça serait bien que ça se passe comme ça. Un mec, tu sais que tu revois toute ta vie. Voilà, bah là, t'as fait de la merde, là, t'as fait ci, là, t'as fait ça. Ouais, toi, t'es trop une pute, tu pars en enfer. Tu vois, les trucs comme ça. C'est clair. Et si t'es pas croyant, je trouve que le tribunal, c'est ta descendance. C'est-à-dire que ton vrai tribunal, c'est si quand tu pars, est-ce que tes gosses, ils sont bien équilibrés, heureux, s'ils font des trucs bien, etc. C'est déjà un premier, je trouve, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est déjà un premier tribunal, quoi. Genre, tu vas pour Et partir lui, pour le coup, il est réel. et voilà, que tu sois chrétien, que croyant ou pas, ça, c'est physique, quoi. C'est palpable, Ouais. quoi. Est-ce que Le ton devenir gosse, de tes gamins, ouais, ouais, ouais. Ouais. C'est pour ça qu'il faut vraiment s'en occuper de ouf. Et j'aurais tendance à dire que, enfin, moi je pense que du coup là, tu sais, on a déjà parlé de ça plusieurs fois, bon en privé, mais je serais prêt, du coup, j'y ai repensé, tu sais, on avait parlé notamment de l'avenir de certains jeunes. euh, et je serais prêt, du coup, à sacrifier, je pense, ma vie professionnelle pour m'occuper de mon gamin, dans une certaine mesure, évidemment, puisque, bon, bah, sans argent, tu peux rien faire. Mais, ouais. Du coup, je serais prêt à sacrifier une partie de mes ambitions pour m'occuper de mon gamin. Parce que si c'est... je veux pas que ça bouffe l'éducation de mes gosses, tu vois. Genre, je veux pas être là, être constamment rivé sur mon téléphone, ne pas écouter ce qu'il a à me dire, tu vois, ne pas l'écouter quand il parle. Ouais. Ah bah, mec, c'est 100% de mes choix pro depuis que j'ai 18 ans, ils sont faits. Depuis que j'ai même 16 ans, peut-être pas 16 ans, je suis de la merde. Depuis que j'ai 20 ans, 100% de mes choix pro, c'est en prévision des enfants, hein. Je me dis comment est-ce que je peux avoir le métier qui m'offre le plus de flexibilité, de disponibilité. Donc le fait de monter un truc en ligne, c'est déjà ça. Le fait de pouvoir faire un job, tu vois, commercial, marketing, pour moi, c'est déjà ça. Toi, par exemple, déjà, je trouve le fait que tu fasses du coaching sportif en ligne plutôt que du coaching sportif en full présentiel, c'est ça aussi. C'est finalement, tu prépares le fait que tu as envie à des moments d'être où tu veux et de pouvoir être avec ton gamin aussi et d'être flexible dans ton emploi du temps. Monter sa boîte, c'est déjà ça aussi, quoi. Parce que le problème du salariat... Moi, vraiment, le gros point que j'ai avec le full salariat et de dépendre à 100% d'une boîte, c'est que si du jour au lendemain ça se passe mal, t'es obligé de changer de boulot,
voire de déménager. Et je parle en connaissance de cause, puisque tu sais, Denis, il est ingénieur. Donc, quand il a changé 3 ou 4 fois de mairie, il était ingénieur en mairie, dans la fonction publique. Il a changé 3-4 fois, et à chaque fois, ça fait un déménagement pour tes gosses, changement d'école. Et à chaque fois, il y a une période où tu es mis au placard parce que les gens de la boîte veulent te faire partir, et t'es pas bien. Donc, moi, vraiment, le gros point qui a fait que je me suis dit, mais c'est hors de question que je dépende à 100% d'une boîte, c'est vraiment de me dire, mais si demain elle veut plus de toi, t'es obligé de retrouver un taf, il y a toute une période où t'es pas bien, tes gosses ils le sentent, voire t'es obligé de les faire changer d'école. Je trouve que ça détruit des familles, le salariat. Et je pense que, tu vois, 50% de divorces en France, il faudrait voir les chiffres, mais je suis sûr qu'il y a un lien avec la salarisation des gens, parce que vraiment ça crée une instabilité totale, quoi. L'humeur de tes parents est 100% dépendante de l'humeur de leur manager et de leur patron, quoi. Ouais, mais Et, c'est ça, et puis ça a été prouvé, je pense, et puis même c'est logique, pour grandir, on a besoin de stabilité. Pour grandir dans un environnement sain, il faut d'abord qu'il soit stable. Pour moi, c'est logique. Et j'ai vécu du coup cette instabilité d'abord géographique et ensuite peut-être qu'il en a découlé une instabilité émotionnelle. Et c'est vrai que c'est pas facile, hein. Moi, la stabilité géographique, la stabilité tout court, c'est super important. Donc, d'où l'importance aussi du coup de bien placer ses cartes et ses pions au début de ta vie. Donc, bien choisir ce que tu vas faire pour gagner de l'argent. Effectivement, le coaching en ligne, ça me permet là d'être libre entre guillemets. Je sais que là, si j'avais un gamin, je pourrais m'en occuper beaucoup plus qu'un mec dans le salariat, hein. Mm. Ça, c'est sûr. ouais, Et même en télétravail ou quoi. 100%. Et puis, quand t'es entrepreneur, tu dépends de plus. En fait, c'est ça le truc, c'est que quand t'es entrepreneur, tu dépends de plusieurs clients, généralement. Et donc, imagine, t'as un client qui te fait chier, t'es sur d'autres clients aussi. C'est vrai que quand t'es salarié, vraiment, tu as un ou deux interlocuteurs qui peuvent, en un claquement de doigts, décider de ton avenir. Si t'es entrepreneur et salarié, déjà, tu vois, t'as à la fois ta boîte, à la fois l'entreprise qui te salarie. Si t'es entrepreneur, bah ouais, t'as plusieurs clients, tu te diversifies, tu fais plein de trucs. Si en plus à côté, t'investis un petit peu dans l'IMO, machin, etc. Finalement, bah voilà, si tu vas avoir un impact si demain la boîte elle te lâche ou si demain t'as un client qui te lâche, mais il est quand même vraiment mesuré, quoi. Alors que moi, mes parents, en un claquement de doigts, ciao, on veut plus de toi, merci, au revoir. T'as une personne ou deux qui décident max de l'avenir de ta famille, quoi. C'est chaud, quoi. C'est un environnement stressant, je trouve. Ouais, beaucoup plus stressant que du coup avoir plusieurs clients comme tu dis, il y en a un qui te fait chier, mais bon, il y en a 10 autres derrière qui font bien le taf, donc ça rééquilibre les choses. Mm. Ouais, c'est sûr. C'est clair. Ok, nice. Et ben, Voilà pour le sur mariage. Ouais, Ouais. c'est l'ensemble de mes feedbacks, hein. Je trouvais toi en tant que témoin, du coup. Ouais, Comment t'as vécu le truc? je t'ai dit là, par rapport à ce que je pensais sur le VG déjà, tu vois, ce rassemblement de personnes autour d'un objectif commun, c'est important, hein, ça fait plaisir. Enfin, c'est que des bonnes émotions. Ouais, de retrouver la famille aussi, se réunir. Non, globalement, c'est ce que j'ai ressenti. Maintenant, c'est vrai que moi, je le ferai pas pour moi, tu vois. Là, j'ai pas les ressources nécessaires. Et du coup, c'est pas du tout une priorité pour moi. C'est pas parce que je me marie pas que mon union. Enfin, je le ferai plus tard. Je sais que Oui, ça voilà. viendra plus tard. Mais bon, j'ai d'autres objectifs pour l'instant. Et je vis très bien comme ça. Et voilà. Mais c'est vrai que ça rappelle quand même que c'est beau. C'était un beau mariage. C'était un beau mariage. Ah bah, c'est ce que je disais au début, hein. C'est vrai que l'aspect financier, finalement, détermine vraiment quand les gens veulent se marier, quoi. Moi, c'est vrai que si ça avait été possible financièrement plus tôt, je pense que je me serais marié beaucoup plus tôt, quoi. Oui, mais c'est ça, c'est surtout ça, hein. Mm. Après, tout dépend le mariage que tu veux faire. Mais bon, Ouais, il y a ça d'autres reste quand même paramètres une qui dépense, rentrent en quoi. compte. Ouais, Ouais, bien oui. sûr.
Donc voilà, et donc on parlait de l'éducation, ça nous fait une bonne transition pour parler des jeunes. Là j'ai mon petit frère qui m'a parlé de dopage, mec. Alors mon petit frère il se met à la muscu, un de mes petits frères, donc il m'a dit que dans les vestiaires de la salle de sport, ça s'échangeait carrément des espèces de petits flacons et des seringues. Ah mec. Et là, tu vois, tu le vois sur les réseaux, tu vois même des mecs, tu as des influenceurs qui sponsorisent des marques de... c'est pas des compléments alimentaires, hein, c'est des substances chimiques vouées à modifier la physiologie interne d'un individu, et donc ça peut être dangereux déjà, et dans tous les cas ça te change physiologiquement, tu vois. Enfin, une fois que tu as injecté de ces substances dans ton corps, on va dire que tu mets très longtemps avant de revenir à la normale, et derrière il y a un bouleversement hormonal qui fait que tu n'es plus le même, parce qu'on est dirigé par nos hormones. Voilà, n'en déplaise à certains progressistes, nous sommes ce que nous sommes à cause de nos putains d'hormones, et pas à cause d'une construction sociale, enfin peut-être en partie, mais ça a tendance un peu à m'énerver, tu vois. Mais voilà, on est fait de nos hormones. Donc là, ces substances-là vont modifier ces hormones et cette cascade de réactions chimiques qui se passent dans ton corps. Et c'est super, super dangereux. Et pourquoi les jeunes font ça? Parce que, oui, c'est efficace, tu vois. Ils se shootent, enfin ils se shootent. Ils s'injectent de la testostérone pour augmenter la croissance musculaire, etc. Et ce sont des choses qui marchent, mais derrière, il y a des effets secondaires. Et je compte bien faire un post de toute façon pour rappeler à tous ces jeunes que c'est dangereux. Et après, moi, je ne suis pas contre, tu vois, dans le sens où les bodybuilders qui montent sur scène, ils sont complètement chargés, ou même en général, tous les athlètes qu'on regarde à la télévision, hein, que ce soit en haltérophilie ou même en cyclisme, tu vois, tous ces athlètes nous font rêver. Mais derrière, il y a une pharmacie. Et ça, moi je le sais très bien, j'en suis conscient, je pense que toi aussi. Et c'est en partie pour ça qu'ils nous font rêver. Mais ça, pourquoi? Parce que ce sont des athlètes de haut niveau. Ils ont dédié leur vie à leur discipline. Ce qui n'est pas le cas d'un lambda, d'un random go muscu qui voudrait s'injecter des substances pour devenir un peu plus balèze. D'autant plus que ces personnes-là sont souvent des jeunes qui n'ont pas du tout atteint leur limite naturelle. On a tous une limite naturelle qui est plus ou moins élevée, hein. Ça peut différer, mais ouais, moi ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine. Je lui ai dit, mec, ces gens-là, tiens-toi bien à l'écart d'eux, ne les écoute pas, parce qu'en plus, quand on est jeune, on est très influençable. Donc, pour moi, ouais, c'est autant malsain que d'aller, je sais pas moi, fumer un joint ou quelque chose comme ça, quoi. Coup de gueule. Ouais. Coup de gueule. Non, mais c'est bien de le faire, c'est bien de le dire. Et on n'avait pas fait de point, je crois, sur le dopage depuis le début du podcast, donc c'est top, ouais. Ouais, moi, je sais pas si toi, tu as fréquenté des milieux sportifs avec des mecs comme ça qui se dopaient, ou qui... T'as déjà vu même de toi-même, t'as déjà entendu parler de ça ou pas? Non, pas trop. Non, dans les clubs où... Moi, du coup, tennis, non. Foot, non. Non, foot, c'est l'inverse. T'as plutôt des mecs qui allaient se foutre des tôles la veille des matchs. je pense que rugby, c'est un peu la même. Et sport de combat, non. Non, sport de combat, non. Si, alors... Si, alors... Par contre, si, anecdote quand même.
C'était Ok. mon. Je crois que c'est le combat où t'étais peut-être venu me voir, donc ça devait être le troisième. Euh, En gros, je combats face à un mec en pied-point. C'était un mec qui venait du MMA. Et je perds le combat parce qu'il a des déplacements beaucoup mieux que les miens. Il a des déplacements de MMA, alors que moi, j'étais beaucoup plus boxe-taille à l'époque, donc je ne me déplaçais pas. Tu sais, boxe-taille, ils sont vachement figés. Ouais. Ils bloquent les coups plutôt que les esquiver et tenir la distance. Et lui, il se déplace beaucoup, j'arrive pas à le toucher, il gagne. Et quelques semaines, mois après, il y a Cédric, donc un ami qu'on a tous les deux, et qui combat contre lui, qui se retrouve aussi à également combattre contre lui, en pied-point aussi, en amateur. Et le mec a pris peut-être, franchement, une masse musculaire, mais enfin, impossible en quelques semaines d'avoir pris. Alors dis-moi, est-ce qu'en quelques semaines, grâce à du dopage, tu peux gonfler comme ça? Mais le mec a été méconnaissable, quoi. Et en plus, c'est con parce que visiblement, c'était quand même une histoire d'augmentation de masse musculaire, ce qui va pas forcément te servir sur des sports de combat. Mais je sais pas, dis-moi ce que t'en penses. Il y a eu suspicion, j'en sais rien si c'est vrai, mais en tout cas, il a pris Vlad de la masse en quelques semaines, quoi. Donc, a priori, c'était peut-être en Bah, 2 mois, quelques semaines ou 2 mois maximum, quoi. Après 2 mois, tu vas peut-être me dire que tu peux faire des choses, mais je sais pas, t'en penses quoi? bah, après, est-ce qu'il était sec ou est-ce qu'il était un peu grassouillé? Bah, là, je sais plus, je me souviens pas. Non, il me semble il était plutôt sec, hein. Alors, s'il était très sec, oui, effectivement, tu peux douter. Mm. Maintenant, tu peux prendre du gras, tu peux devenir un gros loukoum en 2 mois facile, mais paraître plus stock parce que grâce à une redistribution des graisses avantageuse, tu vois. Si ton corps, si tu stockes bien un peu de partout, bah forcément tu vas avoir l'air costaud un peu de partout. Si tu stockes que dans le bide, bon, voilà. Mais de toute façon, en 2 mois, tu prends pas 10 kilos de muscle, même sous dopage, hein. Ouais. Ah ouais? Ok. Mais, ouais, non, non, tu peux pas. Moi, Après, je je te pense dis 10 qu'il. kilos, c'était purement visuel, hein, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que c'était pas du gras, parce qu'on était torse nu en pied-point, Hmm. t'es torse nu, donc Hmm. il était costaud, donc. Ouais, peut-être qu'il se chargeait, hein. Peut-être qu'il se chargeait, hein. Ouais, ouais, c'est possible. Bah, tu vois, c'est ça. Et à l'époque, je pense que c'était pas vraiment répandu. Maintenant, je te dis, il y a des mecs qui sponsorisent ça dans leur bio, tu vois. Ils ont des codes promo pour de la testostérone, du clenbuterol, les trembolones, etc. Je suis pas spécialiste du tout, parce que c'est pas mon. Je, je travaille pas du tout avec ces substances-là, tu vois. Je suis pas préparateur de bodybuilder. Mais, euh, mais voilà, je sais que ça existe et tu vois les effets secondaires. Enfin, les mecs ont des boutons dans le dos, ils ont c'est tu- c'est simple, pour bien s'imaginer ce que ça fait, ça agit sur tes émotions. Donc, par exemple, quand tu es en manque d'une certaine substance, tu peux te mettre à pleurer, tu vois. Quand tu as une, par exemple, alors je sais pas, s'il y a des spécialistes qui nous écoutent, ils nous le diront. Maintenant, de ce que j'ai eu comme retour, euh, notamment de Michael Gundy, les Fred de Lavier, là, c'est que des mecs qui se chargent, donc font des cures, et donc pendant leur cure, tout va bien. Tu vois, ils ont plein de testo, ils sont là, ils ont une libido de ouf, euh, ils, sont, euh, ils sont tout le temps énervés, en tout cas pour ceux qui sont énervés de base. Enfin, c'est un exhausteur de sentiments et d'émotions. Donc les mecs qui sont nerveux, ils vont être très très nerveux, ils vont être prêts à s'embrouiller avec tout le monde. Même ceux qui sont plutôt calmes vont avoir tendance à s'énerver un petit peu, parce que beaucoup de testo, tu vois. Et, euh, et le moment où s'arrête la cure, eh bien, ils sont forcément en déficit. Et en fait, le delta fait qu'ils vont ressentir tout, mais x10. Donc par exemple, on a des retours d'expérience de bodybuilders en off, entre guillemets, qui sont devant des films et qui se mettent à chialer, tu vois, comme des meufs. Ou alors, et ça on le sait, bah, qui se mettent à avoir une grosse baisse de libido et qui vont pas pouvoir être en érection, tu vois. Et, euh, et ça, c'est dur, quoi. Mais rien que par rapport à ça, tu vois, en sachant ça, et du coup, ça me fait plaisir d'en parler parce que si je peux au moins propager cette parole-là que ça tombe dans des oreilles intéressées, Averti. tant mieux. Ouais, voilà. Euh, Mec, moi, jamais je mets ça dans mon corps. En fait, jamais je mets un truc dans mon corps qui va avoir
une incidence sur le long terme, tu vois. Et encore plus si ça, et encore plus si ça agit sur ma libido, tu vois, t'es fou, tu touches pas à ça. C'est pas possible. Déjà que on comprend pas bien comment ça se passe à l'intérieur de nous, même si j'ai une base physiologique. Je suis pas un docteur en physiologie ou en quoi que ce soit, tu vois. Mais rien qu'avec ma petite base, je suis capable de te dire que jamais de la vie je mets ça dans mon corps, tu vois. Sauf si je décide de dédier ma vie à cette discipline. Mais dédier sa vie à la discipline, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire passer la discipline au premier plan. Et moi, je suis totalement d'accord avec ça. Je suis le premier à regarder les compétitions de bodybuilding. J'adore ça, je trouve ça magnifique. Les mecs sont des véritables statues vivantes. Et j'ai énormément de respect pour eux. Maintenant, il faut bien se dire que ces mecs-là, ils dédient leur vie. Tout simplement. Ils dédient leur vie et ils font que ça. De toute façon, j'avais bien Donc, aimé la phrase que tu avais citée. Tu avais dit Ah, je sais plus, en gros, tu disais que le sport t'apporte du bien-être, mais à partir du moment où tu cherches la performance, là, tu recherches plus le bien-être, au contraire, ça peut même, c'est plus de la destruction. Je sais plus, la phrase était trop bien, je me souviens plus. En gros, c'était plus tu te rapproches de la performance, plus tu t'éloignes de la santé. Ouais, yes. Ouais, Dans donc, le sport. mais ce serait intéressant peut-être un jour qu'on reçoive un bodybuilder sur le Carrément. podcast, justement, pour avoir son ressenti sur ça et son retour d'expérience. Les mecs, mais carrément, faudrait que je regarde dans mon réseau. Là, bah, j'en ai un de toute façon, mais lui, du coup, il est plutôt naturel. D'ailleurs, c'est un sacré bestiau le truc, hein. Le mec a 20 ans, il fait 100 kilos, Putain. presque 100 kilos sec. Mec, c'est énorme. 100 kilos pour énorme. quelle taille? Quelle taille 100 kilos? À peu près, quoi. Il est à 1m80, un mètre un peu. Il est plus Ah grand ouais, que beau moi, bébé, ouais. Ouais, beau bébé. Mais de toute façon, même je te dis 100 kilos, même si c'est le mec qui fait 1m70, c'est un beau bébé, hein. Bon, c'est Ouais. un cube, mais C'est un frigo 100 d'air. kilos, c'est énorme. Et puis en plus, bah, ça se voit encore plus, du coup, pour un mec Ouais. d'1m70. Parce que Ouais, bien sûr. tout est épaissi, tout est en largeur. Mais Mhm. ouais, ça serait grave intéressant de voir leur retour. Alors lui, par contre, celui que j'ai évoqué, là, je pense que bah, il est jeune. Après, peut-être qu'il va goûter à la sauce magique. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un mec à 20 ans qui pèse tout ce qu'il mange, qui organise son emploi du temps en fonction de la musculation. C'est un vrai bodybuilder. C'est pas un espèce de jeune mongol là qui veut juste avoir des gros pecs sur la plage et qui va finir par avoir, je sais pas moi, bah, toute son homéostasie perturbée par des substances bizarres, tu vois. Sachant qu'en plus les mecs, tu sais pas où t'achètes ça. Enfin, ouais. Bah, c'est encore plus intéressant s'il est pas dopé, qu'il nous donne un petit peu son feedback sur justement réussir à atteindre ce niveau de performance-là sans se doper, justement, c'est des feedbacks intéressants, ouais, c'est clair. Et peut-être Ouais. justement, il nous dira un jour je compte en prendre, ou un jour je compte pas en prendre, peut-être qu'il nous dira un petit peu son opinion sur les gens qui trichent. Parce qu'en plus, les mecs qui trichent pas et qui se dopent pas, ils ont souvent un point de vue bien appuyé sur les gens qui se dopent. Donc, Alors, ouais, mais le problème, c'est que dans ce milieu-là, tout le monde se dope, hein. Dans le milieu Ouais. du bodybuilding, Oui, à un tu veux certain niveau. mais c'était Baptiste Marchais, je crois, une fois, qui disait qu'à un moment, t'es capé, quoi. Il y a un moment, tu peux pas suivre. Ah oui. C'était pas dopé. Ah Quoi. bah. Mais comme en cyclisme ou en fait, dans beaucoup de sports de haut niveau, finalement, il y a un moment, t'es capé, quoi. Ouais, mais c'est ça, c'est que. Non, puis là, non, bodybuilding, t'es forcément. Bah oui, je le noterai, bien sûr. Et d'ailleurs, en parlant de sportifs de haut niveau, je crois que tu voulais faire un petit retour sur Benoît Saint-Denis et sur Dustin Poirier. Alors, sur Benoît Saint-Denis, le fait qu'il y ait un changement d'entraîneur et qu'il lâche Daniel Voirin, puisqu'a priori c'est lui qui a quitté Daniel Voirin, et Dustin Poirier. Si j'ai bien vu, alors j'ai pas vu le combat, mais j'ai vu que c'était une défaite, et j'ai vu que c'était un arrêt de carrière à l'UFC en tout cas. Ouais, bah, oui, alors déjà, Dustin et Islam, c'était un super combat, bien engagé. On voit vraiment que le Islam. J'ai écouté aucune interview d'après-combat. Là, je vais juste parler de ce que j'ai vu. Et quelle démonstration en lutte, en striking. Puis la manière dont il a mis au sol Dustin à la fin pour ensuite le prendre en étranglement. Mec, pour avoir subi la même chose en lutte,
En fait, c'est que quand tu vois des choses comme ça, Hugo nous l'expliquerait, c'est qu'il y a une réelle différence de niveau, tu vois. Tiens, bah Hugo, il faudrait l'inviter aussi un jour, peut-être à parler de Ah, ça, c'est sûr. lutte. Ouais. Ouais. Et le mec, il lui a chopé sa jambe, enfin, je sais pas comment ça s'appelle exactement, mais c'était magnifique, tu vois. C'était magnifique. Et il était là aussi dans le striking, donc c'est vraiment, il a montré vraiment sa valeur de combattant et il est totalement légitime à être champion. Et enfin, c'était magnifique. Pourtant, j'étais à 100%, même voire 200% sur Dustin Poirier. Moi, je voulais qu'il ait cette putain de ceinture au moins une fois. Mais là, pour le coup, ouais, beau gosse Islam. Beau gosse de ouf. Et, euh, et voilà. Et en plus, enfin, et là, pour le coup, je vais faire la transition parfait. Tu vois que quand Islam a gagné, il y a toute la team, donc Khabib, etc., la team d'Islam qui sont allés et qui ont sauté sur lui. Enfin, après, bien sûr, tout le monde est content dans ce genre de moment-là, mais tu vois que c'est une équipe soudée. Tu vois qu'ils sont là depuis le début. Enfin, quand tu regardes l'histoire, Khabib, son père et son pote Islam, ils sont là depuis le début. Ils sont deux amis depuis le début, entraînés par son père. Et du coup, très fidèles. Et là, depuis le départ, ce qui n'est pas le cas de Benoît Saint-Denis avec son entraîneur de striking, Daniel Vorin. Après, y a pas, en MMA, le truc, c'est que je pense que c'est ce qui diffère un petit peu par rapport aux autres sports. C'est que dans le MMA, tu as des coachs MMA, mais tu as des coachs discipline. Donc, tu as des coachs de sol, des coachs de lutte, des coachs de striking, des coachs. Et du coup, maintenant, il y a des coachs de MMA qui commencent à pousser. Mais en vrai, Benoît Saint-Denis, là, c'est vrai qu'il n'a pas été fidèle à Daniel Voirin, apparemment en plus par téléphone. Alors après, on ne sait pas le fond de l'histoire, hein. On ne sait pas ce qui s'est passé. Moi, j'ai ma petite idée, hein. Bon, je t'en avais parlé, on verra si ça se confirmera. Mais ouais, tu vois, c'est compliqué parce que par contre, il est fidèle à tous ses autres coachs de sol, de grappling, de je sais pas quoi, là, David Savoca ou je sais pas quoi, son coach de sol qui le suit depuis qu'il était au régiment, tu vois. Donc, ouais, je sais pas ce que t'en penses, toi. Bah après, généralement, tu as toujours le head coach qui a son équipe de coach par discipline. Et tu vois, même en foot, c'est pareil. Didier Deschamps, en fait, c'est pas Didier Deschamps, c'est l'entreprise Didier Deschamps. Il arrive, il a son adjoint, il a son préparateur physique, son préparateur mental, il a son mec qui est avec l'ordi à regarder les stats des mecs. Enfin, tu sais, il arrive avec son staff, en fait. Il sélectionne Avant de sélectionner les joueurs, il sélectionne le staff. Et là, Voirin, je sais pas comment était réparti le boulot, mais j'imagine que s'il était head coach, normalement, c'est lui qui avait Ah, il était head coach? sa team. Bah, en tout cas, normalement, le mec qui est dans le coin, c'est le head coach, un peu comme, comment il s'appelle, le coach de Gann. Fernand Lopez. Fernand Lopez, ouais. Finalement, c'est des mecs qui sont avant tout managers un peu d'une équipe, et ils vont chercher des ressources pour mettre bien l'athlète et sur tous les plans. Donc c'est pour ça d'ailleurs que quand Fernand Lopez, les mecs lui reprochaient de ne pas avoir une vraie carrière MMA, en fait on s'en fout, quoi. Le but c'est qu'il forme la meilleure team possible pour mettre bien l'athlète. Donc si tu me dis par contre qu'effectivement en fait Voirin est venu tout seul et que BSD avait déjà une partie de son clan et de sa team avec lui, c'est peut-être c'est un peu différent. Parce que franchement sinon je trouve ça chaud, quoi. Le mec avec son équipe t'a mené pendant 5 ans vers la victoire et je vois pas trop... Enfin, je sais pas, après j'ai peu de références au niveau MMA, mais je sais qu'en foot, quand les mecs changent d'entourage du jour au lendemain et n'ont pas un entourage solide qui date de longue date, c'est rarement des mecs qui vont loin après, quoi. Et tu regardes tous les plus grands athlètes, tu regardes comment il s'appelle, de Tyson Fury enfin tous les grands athlètes finalement, tu regardes l'entourage, il est historique, et tu viens de citer l'exemple de Khabib et toute l'équipe qu'il y a autour, et c'est que des mecs qui se connaissent de longue date, et je pense que dans la vie c'est pareil de tous les jours, hein. Bah, on en a parlé récemment, c'est important de soigner son réseau historique aussi, et d'avoir des amis de longue date, etc. Ça fait partie de la réussite, parce que la réussite c'est que du travail d'équipe. Donc là, il veut la jouer solo, sans le coach qui a monté une équipe et qui a monté une dynamique, je trouve ça chaud.
ça me... Ouais, je trouve que c'est pas d'hyper bon augure pour la suite. Ouais, moi je suis pas... Je pense que c'est négatif. Après, écoute, on verra. Mais si tu me dis déjà qu'il a conservé une partie du staff, parce que Il est c'était des gens toujours qu'il avec a son à manager, Voirin. Guillaume Pelletier. Hein. Ah, donc oui, voilà, donc c'est son, ah, oui, c'est son manager. Son ok. manager, il l'a toujours. Ouais. Et Ouais. c'est lui qui va lui faire les placements, c'est lui qui gère tout. Oui, oui, c'est En ça. soi, là, moi, je parle d'un point de vue purement sportif. Ouais, Après, bien ok. sûr, il y a l'histoire, etc. Mais Daniel Voirin, c'est le coach striking. Ouais, Mais bon. moi, ce qui me... Ah oui, mais pareil, moi, je suis... C'est le head coach pour moi, dans le sens où il avait le pouvoir de décision, je pense, quand même. Tu Je vois. suis déçu. Je suis déçu parce que, oui, et puis il avait l'expérience de l'UFC, surtout. C'est ça. Donc, quelque part, ouais, il a profité de tout son feedback et de toutes ses compétences et son expérience à l'UFC pendant, je sais pas combien de temps. 5 là, ans, je crois que ça maintenant, fait 5 ans qu'il maintenant- est coaché. Maintenant qu'il est au top, ça y est, j'ai plus besoin de toi, machin. C'est une déception parce que il présentait quand même des valeurs solides. Et là, pour le coup, en fait, il faudrait vraiment que Voirin ait fait un truc. Il faudrait que Voirin ait fait une crasse à BSD, on est d'accord. Là, ça pourrait, mais bon. Je vois pas trop la crasse qu'il aurait pu lui faire, quoi. Mais oui, oui, pourquoi pas. Après, il faudrait voir quoi, parce que franchement... Après, tu sais, on en parlait avec Baptiste Marchais, et il avait l'habitude. Hein. Enfin, apparemment, il a l'habitude, du coup, de unfollow des mecs sur Instagram, etc. Tu Oui, vois, j'avoue que c'est ça une fait... récurrence. C'est vrai que t'as raison, je ne l'ai pas cité, mais c'est vrai que... Oui, voilà, t'as raison. Là, il y a quand même 2 occurrences de trucs où je trouve qu'il renie son cercle historique. C'est vrai que c'est pas bon signe, ouais. C'est pas hyper bon signe. Alors pourtant, il semblait être un mec assez ancré dans la tradition, etc. Bon, écoute, on verra. Hein. La seule excuse que je pourrais lui donner, c'est si on voit que Voirin a fait une crasse, tu vois, mais je vois pas. C'est sûrement une histoire d'argent, hein. Souvent c'est l'argent qui est... D'ailleurs, il le dit un peu, Voirin, dans son post, il dit... j'en parle souvent, l'argent, la célébrité, souvent rendent les relations compliquées avec l'entraîneur. Ouais. Parce que je pense qu'il y a un moment aussi des logiques business, genre là tu sais, tu m'as dit à un moment, il va faire du grappling, il va faire une compétition de grappling, qu'est-ce qu'il fout là, etc. Moi c'est vrai que sur le coup je me suis dit que c'était une idée de Voirin pour augmenter la fréquence de match et tout, mais je pense que non, je pense que c'était déjà un peu une logique business et un truc que Voirin a déjà pas dû valider, je pense, tu vois. Enfin, Ah, peut-être, ouais. Sinon il l'aurait déjà fait depuis 5 ans, il aurait fait ça depuis qu'il avait signé à l'UFC, il l'aurait déjà fait, quoi. Tandis que là c'est nouveau, c'est la première fois qu'il fait ça. Et ça concorde avec l'arrêt de Voirin. Donc, mais il suffit que sa femme, parce que c'est sa femme qui gère son business à BSD. T'as raison, t'as Sa le femme manager et qui le Guillaume place. Pelletier, Et Guillaume Pelletier, ouais, c'est ça. Donc il suffit qu'à un moment il y ait une logique business qui soit pas bonne pour sportivement. Moi je pense que tu sais, le sportif et le business, souvent ça va pas trop ensemble. Et il a dû préférer un moment le business au sportif et Voirin il a dû lui dire d'aller se faire enculer, tu vois. Je pense que il a dû se passer un truc comme ça. Ouais, on saura jamais, hein. Ou ils vont peut-être en parler, hein, j'en sais rien. Mais peut-être que Après, à Voirin en parlera. l'UFC, on voit que c'est une ligue qui est gérée par le business. En vrai. Ouais. Dana White, il gère sa ligue par rapport au pay-per-view. Après, parfois, les choses sont bien faites parce que les gens veulent voir du spectacle. Mais ouais, écoute, on verra. Là, c'était notre réaction à chaud. Donc, pour l'instant, on ne comprend pas, on est déçus. À voir ce que va dire Voirin. Ouais, j'ai hâte de savoir. Moi. Mais franchement, gros, je ne vais pas évoquer là ce que je pense vraiment. Peut-être plus tard. Pour l'instant, ça reste entre nous. Parce qu'on ne vous dit pas tout non plus. Hein. On a aussi. On ne vous dit pas tout. On ne vous dit pas tout. Voilà. Commentez d'ailleurs si vous voulez savoir le fond de ma pensée. Mais on verra si j'ai raison ou pas. Je vous tease un truc de ouf alors qu'en vrai c'est vraiment de la merde. Mais c'est juste... Non, oui, en gros, Voirin il tient des propos un peu borderline parfois. Et... Ouais, voilà. L'idée c'est de se dire est-ce que niveau business c'est bien de faire ça ou pas, quoi. C'est un peu ça l'idée, si je résume. Ouais. Bon, on en reparlera dans la réaction à froid, du coup. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Eh ben écoute,
C'était un grand plaisir de faire cet épisode. J'espère que vous avez tous apprécié. Et t'avais un petit mot peut-être pour la fin ou sinon... Non, bah c'est bon. Je te souhaite un bon appétit. Ouais, merci. Moi, je vais me faire Toi un aussi. petit caf. Et puis, ouais, moi, j'ai mangé à 10h. Très bien. Allez. Ben... comment on fait pour finir de façon informelle? Comment on fait pour finir de façon informelle? Non, je crois que finir de façon informelle, c'est pas possible. Non, likez, abonnez-vous, parce qu'il y en a plein qui écoutent, mais qui likent Abonnez-vous, pas, bien sûr. Abonnez-vous, vain Dieu, abonnez-vous. Et puis on vous dit à la semaine prochaine, jeudi 18h. Allez, semaine prochaine, les gars. Ciao. Restez en forme. Ciao, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de Broworking, le podcast. Si tu as apprécié nos discussions sur l'entrepreneuriat, le sport et la quête de l'excellence, n'oublie pas de partager, de laisser un commentaire et de t'abonner. Reste discipliné, reste engagé et n'oublie pas, chaque jour est une opportunité de devenir une meilleure version de toi-même.